Bon, on se retrouve partout alors. Eh ben oui. Et là, c'est pour. Vous faites une. Lou m'a demandé la synthèse des textes. Voilà. Et après, je sais pas Parce si qu'on va la diffuser, on va la mettre sur le website. un petit page là, où on la complète, ou vous diffusez le texte complet. Ce serait bien d'avoir et le texte et les présentations des Ah oui, organisateurs. d'accord, je pense qu'on va mettre. Il faut matcher les deux choses. Oui, oui. Parce que dans les présentations des organisateurs, il y a des choses aussi qui sont tout à fait sympathiques. Tu affiches à l'intervention de M. Gruzel tout de suite, non? Parce que là, on est. Voilà. Comment vous souhaitez qu'on se mette? Mettez-vous, mettez-vous au milieu, M. Gruzel. Voilà. Ça sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Ici C'est sur le fauteuil, là, c'est très bien. Oui, moi j'ai pas mis 2 slides parce que je vais faire quand même quelques éléments plus politico-institutionnels. Donc, en général, je laisse pas trop de traces quand c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant dans la discussion. Donc, vous avez le micro ici, vous savez comment ça marche. Ah ouais, je connais bien la boutique. Voilà. Cette session de travail avec une table ronde consacrée aux fonds structurels. Les fonds structurels sont, on les a déjà évoqués, non seulement un enjeu au regard des conditions de financement du service économique d'intérêt général, mais aussi un enjeu budgétaire, puisque à l'approche et dans le cadre de la préparation du budget de l'Union 2021-2027, les enveloppes en question, en jeu, sont revues significativement à la baisse. On parle d'une réduction de 7%. Suite au Brexit et donc à la fin de la contribution britannique au budget de l'Union. Alors, cette table ronde, trois intervenants, M. Gruzel de l'Association des régions de France, qui va nous aider à affiner nos analyses, on va dire, d'un point de vue français, notamment parce que les régions sont autorités de gestion aujourd'hui des fonds structurels. Ensuite, je passerai la parole à Zorka Edwards, que vous connaissez tous, qui est déléguée de Housing Europe ici, et elle nous développera les questions, la question de l'avenir des fonds structurels, de l'impact sur le secteur du logement social à l'échelle de l'Union européenne, donc ça sera une approche sectorielle. Et ensuite, Julien Dijol, de Housing Europe aussi, qui dirige les études de Housing Europe, nous présentera une étude qui a été faite en collaboration avec la Caisse des dépôts sur les modalités de financement des projets de rénovation énergétique, et ça nous permettra de mesurer l'impact que peut avoir cette variable que constituent les fonds structurels dans le financement aujourd'hui des opérations de réhabilitation énergétique. Voilà la présentation de cette table ronde. Je vous laisse la parole. Bien, merci, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. Je pense que c'était important pour nous de répondre présent aujourd'hui. Pour Région de France, vous êtes, l'USH est un des partenaires, évidemment par rapport à la mise en œuvre et à la gestion de cette politique de cohésion. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques éclairages, bien évidemment, bien sûr un peu où on en est de la préparation de cette période dite post-2020. Pour nous, évidemment, pour nous, les régions, les présidents de régions en particulier, c'est une priorité politique très importante. Évidemment, la politique de cohésion constitue pour les régions aujourd'hui un dispositif majeur, non pas uniquement pour des considérations budgétaires, mais aussi pour des considérations de clarification des compétences, de qui est qui fait quoi dans ce pays. Comme vous savez, c'est parfois un petit peu compliqué pour essayer de s'y retrouver, de savoir un peu vraiment qui est qui fait quoi. Voilà. Alors, mon propos, je vais l'organiser en 3 temps, pour essayer de vous donner quelques éclairages plus politico-institutionnels. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique de gestion, vous aurez d'autres temps, j'imagine, pour l'aborder, mais plutôt vous donner quelques éclairages politico-institutionnels, en tout cas de l'état d'esprit des présidents de région aujourd'hui. Alors, premier temps d'abord, où on en est de la préparation, où en sommes-nous de la préparation de la période post-2020, c'est-à-dire, comme Lou l'a dit, de la préparation de la programmation 2021-2027 pour être précis.
Comme vous le savez, la préparation, en fait, elle s'effectue en 2 temps. Il y a à la fois un temps communautaire et un temps français. Les deux temps de préparation, bien sûr, sont en parallèle, sont concomitants, mais c'est quand même, je dirais, des temps qui sont séparés, mais en même temps qui sont liés. C'est un peu toute l'ambiguïté. Alors d'abord, sur les négociations européennes, en 2 mots, vous dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau des régions, on est bien conscient qu'on ira vers un décalage du calendrier communautaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est bien conscient, par différents canaux, évidemment, que nous avons, mais que vous avez aussi, qu'on a une confirmation du décalage du calendrier communautaire, à commencer par celui du budget, des négociations budgétaires, puisque, comme vous le savez, le Conseil européen de juin dernier a acté le fait qu'il n'y aurait pas d'adoption du futur budget avant les élections européennes du dimanche 26 mai. Voilà. Donc ça, c'est acté politiquement, c'est dans les conclusions du Conseil. Donc ça veut dire aussi que par rapport à ça, ça annonce de fait je dirais un vrai décalage, puisque évidemment il faudra attendre le nouveau Parlement européen, donc en l'occurrence la mise en place du nouveau Parlement européen qui interviendra pas avant l'été 2019, je dirais, pour reprendre les négociations. Donc ça aura forcément un impact le moment venu sur le séquençage même des travaux et la préparation plus globalement du post-2020. Deuxième aussi considération importante, vous l'avez évoqué ce matin à plusieurs reprises, c'est l'arrêt des travaux du Parlement européen, pour être très précis, avec une dernière plénière début avril 2019. Donc tout ça, ça veut dire aussi que globalement, sur les négociations en cours entre le Conseil et le Parlement, en vue d'adopter les règlements de la future politique de cohésion, les règlements, donc c'est vraiment les lois européennes qui permettent, je dirais, la mise en œuvre de cette politique. Au rythme où c'est parti, on aura au mieux d'ici la fin 2018 de ce qu'on appelle la première lecture au Parlement. Donc, et ensuite, grosso modo, le Parlement s'arrêtera avant de reprendre ses travaux au mieux en septembre 2019, grosso modo dans un an. Alors évidemment, tout ça, c'est, je dirais, inquiétant, entre guillemets, en termes de calendrier, parce que le Parlement reprendra au mieux sur une seconde lecture, et reste à savoir après dans quelles conditions le Parlement reprendra, bien évidemment, dans quel état d'esprit, et donc éventuellement avec quelle remise en cause même de ce qui aura pu être acté lors de la première lecture. Alors tout ça, ça peut paraître un peu techno, enfin c'est tout sauf techno, parce que derrière ça, il y a quand même des enjeux de positionnement politique du Parlement européen, et donc des enjeux forts par rapport, je dirais, à la validation ou pas d'un certain nombre d'orientations proposées par la Commission européenne. Voilà. Donc, en termes en tout cas européens, c'est clair, on va sur un décalage de calendrier très important. Alors maintenant, je dirais sur le contexte français, où est-ce qu'on en est très précisément, nous, entre guillemets, région, dans les discussions avec le gouvernement qui a aujourd'hui la charge de l'État, pour faire simple. Donc, on en est, je dirais, sur des prémices d'échange, mais la concertation proprement dite, la concertation donc entre le Premier ministre et un certain nombre de ses ministres, d'un côté les présidents de région de l'autre, n'a toujours pas formellement commencé. Donc ça veut dire que nous sommes en attente d'une invitation, je dirais un peu officielle, du Premier ministre vis-à-vis des présidents de région, clairement pour entamer cette concertation et tenter de se mettre d'accord assez rapidement, au moins sur 3 points précis, qui sont vraiment des points qui nécessitent un accord politique, qui nécessitent une validation politique. D'abord celle de l'architecture de la programmation. Est-ce que, notamment pour la cohésion, c'est important. Est-ce qu'on fait des programmes nationaux? Est-ce qu'on fait des programmes régionaux? Est-ce qu'on fait un mixte de programmes régionaux et nationaux? Comme vous le savez, sur la période 2014-2020, on a un mixte, notamment sur le FSE, où on a une combinaison de programmes régionaux et d'un programme dit national. Donc ça, c'est le premier point, bien évidemment. Je ne vous cache pas que ça, c'est tout sauf une considération technico-opérationnelle. C'est vraiment
un choix politique, parce que derrière ce choix politique, c'est de savoir qui est à la manœuvre, évidemment, pour la mise en œuvre et la gestion. Hein. Et donc ça détermine le second point, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux modalités de gouvernance, autrement dit, qui sera autorité de gestion de quoi, hein, pour être très précis. Comme là aussi vous le savez, sur 2014-2020, globalement les régions sont autorités de gestion des programmes régionaux FEDER FSE, et puis la gestion du FSE, on est autorité de gestion entièrement de programmes régionaux FEDER, et on est autorité de gestion aussi de programmes régionaux FSE, mais le FSE, l'État en a gardé globalement la gestion de 2 tiers. Hein. Donc pour faire simple, l'État gère aujourd'hui 2 tiers du FSE, les régions 1 tiers, et nous, donc c'est mis en œuvre dans le cadre de programmes régionaux FEDER FSE. Hein. Donc je ne vous cache pas que, évidemment, là-dessus, c'est un débat politique important. Il y aura dans les prochaines semaines, les prochains mois, probablement un rapport de force, hein, un combat avec le Premier ministre, parce que au sein notamment des services de l'État, un certain nombre d'acteurs clés, de hauts fonctionnaires, n'ont toujours pas digéré la décision du mercredi 12 septembre 2012, pour être très précis, c'est-à-dire le jour où l'ancien président de la République, l'ancien Premier ministre, avait reçu les présidents de région à l'Élysée pour leur annoncer la décision de transfert de l'autorité de gestion aux régions. Voilà. Donc depuis plus de 6 ans, nous vivons avec, je dirais, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont dans l'attente de pouvoir, au travers d'une décision politique, revenir sur la question de l'autorité de gestion. Hein, voilà. Donc architecture de programmation, autorité de gestion, c'est complètement lié. Hein. Et puis troisième point, toujours qui sera forcément discuté avec le Premier ministre, hein, dans le cadre de cette concertation, c'est bien évidemment le choix d'un certain nombre de grandes orientations de programmation. Et là, bien évidemment, ça peut vous concerner. Donc tout l'enjeu autour du logement social, de la rénovation énergétique des logements et toute cette problématique-là, bien évidemment, ça fera partie de la discussion pour savoir s'il y a un compromis État-région sur le partage du FEDER et combien serait mis sur cette problématique-là. Voilà. Donc tout ça pour dire simplement que ces négociations, cette concertation plus précisément, concertation, négociation, n'a toujours pas démarré. Nous, on a fait part, le président Morin a fait part à plusieurs reprises au Premier ministre de sa disponibilité pour l'enclencher dès que possible. Bon, entre-temps, il y a eu différentes considérations qui ont compliqué le dialogue État-région, et notamment le fait que Région de France claque la porte de la CNT du 12 juillet dernier, donc c'est vrai que ça a un peu compliqué les échanges. Voilà, mais en tout cas, nous sommes en attente du démarrage de cette concertation, et on le redira lors de notre congrès la semaine prochaine, le jeudi 27 septembre à Marseille. Voilà, on le redira aux représentants du gouvernement. Alors, rapidement, maintenant, le deuxième point, un petit peu comment ça va se passer, hein, juste la préparation et la mise en œuvre post-2020. Sachez que là-dessus, il n'y aura pas forcément, au regard des propositions de la Commission européenne du mois de juin, une grande révolution en termes de modalités de mise en œuvre de la future programmation. C'est-à-dire qu'on gardera, entre guillemets, un accord de partenariat, où l'accord de partenariat, c'est fondamentalement le document qui engage la France vis-à-vis de l'Union européenne. Hein. C'est un document qui est, je dirais, préparé, entre l'État et les autorités de gestion d'un côté, et puis la Commission européenne de l'autre. Et donc c'est une négociation pour faire une négociation, et ce document indique en quelque sorte ce que la France, en tant qu'État membre, fera en termes d'usage de la politique de cohésion. Hein. Ensuite, on aura bien évidemment a priori des programmes. Hein. Donc nous, on souhaite bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, conserver des programmes régionaux, hein, je dirais clairement sur le FEDER, hein, et sur le FSE. Le débat est ouvert, ça fait partie de la concertation avec le gouvernement. Sur le FSE, tout est ouvert. Hein. Est-ce que les régions garderont la gestion d'un tiers du FSE? Est-ce qu'elles en auront plus? Est-ce qu'elles auront la totalité? Ça, je peux vous dire, hein, il faudra attendre quelques semaines, quelques mois pour y voir clair. Mais l'état d'esprit des présidents de région, hein, je dis bien aujourd'hui l'état d'esprit des présidents de région, c'est de réclamer la totalité du FSE, de gérer la totalité du FSE.
comme ils l'ont dit, comme ils l'ont écrit à de multiples reprises au cours des dernières années, les présidents de région souhaitent une clarification sur la mise en œuvre et la gestion du FSE en France. Ils veulent y voir clair. Aujourd'hui, c'est quand même un peu le bordel, parfois, entre qui est qui sur la gestion du FSE. Souvent, les interventions de l'État ressemblent aux interventions des régions, et pour un certain nombre de bénéficiaires finaux, de porteurs de projets, c'est parfois compliqué d'y voir clair sur les lignes de partage et savoir réellement qui est qui. Voilà. Donc nous, au niveau des régions, les présidents considèrent qu'ils sont plus que jamais légitimes pour gérer la totalité du FSE, surtout dans un contexte de désengagement budgétaire de l'État et dans un contexte aussi de remise en cause, en tout cas, ou de disparition même d'un certain nombre de personnels de l'État capable de gérer ces fonds. Si vous avez vu récemment, je crois, a été annoncé, notamment pour illustrer sur le FSE, la remise en cause partielle, voire totale, des pôles 3E, des directs, donc plus de 300, je crois 350 ETP au niveau des services de l'État, sans rentrer dans trop la mécanique, mais sachez que là-dedans, normalement, il y a tout un tas de collaborateurs de l'État qui gèrent clairement le FSE dans les services de l'État en région. Donc la disparition de ces agents, de ces fonctionnaires, évidemment, nous conduit tout simplement à penser qu'il y aura quand même des grandes difficultés, l'État aura des grandes difficultés pour trouver le personnel compétent et en nombre suffisant pour gérer une masse de FSE de façon significative après 2020. Je rappelle que nous, simplement au niveau des régions, des collectivités territoriales plus généralement, mais en tout cas des régions, nous ne sommes pas dans la contrainte d'un plafond d'emploi. Après, il s'agit d'une responsabilité politique. Le président, son exécutif, il y a des élections au printemps 2021. Bien sûr, s'il explose le recrutement, ça se verra. Mais fondamentalement, nous, on n'est pas, je dirais, contraints, par toute la question des plafonds d'emploi, tout ce qui résulte historiquement de la RGPP, qui s'appelle en partie maintenant CAP 22. Voilà. Juste un dernier point là-dessus sur comment ça marchera. Sachez que pour nous, il y a quand même un point politique qu'il va falloir éclaircir. Et j'ai dit, il est hautement politique parce que la Commission européenne n'est pas aujourd'hui capable de l'expliquer. C'est notamment, très clairement, le lien entre la politique de cohésion d'un côté et le semestre européen. Il nous est dit donc dans les règlements que la Commission envisage clairement, propose clairement de resserrer le lien entre politique de cohésion et semestre européen. Alors pour ceux qui se sont penchés un peu sur cette question-là, qui ont déjà regardé ce que c'est qu'un rapport pays, un programme national de réforme, un PESTAB, une recommandation pays, il y a un moment, honnêtement, on s'interroge quand même, c'est quoi le caractère opérationnel de ce type d'orientation politique, et notamment par rapport à la cohésion. Et donc, sachez que ça, c'est un point qui va être un point politique important dans les années qui viennent en termes de préparation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, clairement, les deux commissaires concernés et les services des deux directions générales sont bien incapables d'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Donc là, on est au devant probablement d'un certain nombre de discussions qui risquent de ne pas être tristes dans les 2 ans qui viennent, et qui risquent honnêtement probablement de freiner même la préparation des travaux de programmation. Donc voilà, donc ça on verra, on va voir comment ça va se passer. Sachez enfin, pour ceux qui connaissent, que la Commission européenne entend lier cette fois-ci, je dirais, en tout cas ces préconisations de programmation, non plus dans le cadre d'un document informel qu'on appelait un non-paper, où la Commission exposait, les services de la Commission exposaient ses orientations de programmation, je dirais par rapport à la préparation d'un accord de partenariat et de programme opérationnel. Donc elle l'exposait dans ce qu'on appelait un non-paper, c'était un document qui, in fine, n'avait pas de valeur juridique. Mais cette fois-ci, en tout cas à
ce stade des propositions, elle le ferait rentrer dans le rapport pays, qui est traditionnellement mis sur la table en février-mars de chaque année et qui véritablement débute la séquence du semestre européen. Donc ça veut dire aussi que probablement, ça sera probablement un peu plus contraignant qu'avant, une partie des discussions avec la Commission européenne sur ce qu'elle souhaite qu'on fasse de l'utilisation des fonds européens de la politique de cohésion. Alors, troisième point rapidement, plus spécifiquement sur le logement social et la problématique politique de cohésion, logement social. Bon, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Hier, je regardais les chiffres, à la fois de la maquette 2014-2020 et puis l'état des consommations. Je rappelle quand même que sur la maquette 2014-2020, il y a 4,3 milliards d'euros. 4,3 milliards d'euros en coût total, dont 1,8 milliard de par fonds européens en FEDER. Donc c'est assez quand même considérable. Je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais il y a quand même donc plus de 1,8 milliard consacrés là-dessus, au sens très large du terme, donc c'est pas rien. Et que sur le taux de programmation, au jour d'aujourd'hui, on approche environ 50%. On approche environ 50% avec les données du 30 juin 2018, dont sur la part UE, 626 millions d'ores et déjà programmés. Voilà, donc tout ça, je dirais, c'est évidemment le logement social au sens rénovation, efficacité énergétique, qui sont au cœur vraiment de l'objectif thématique 4 actuelle. Donc on part quand même pas de rien pour la prochaine période de négociation. Alors maintenant, si on regarde un peu les propositions du mois de juin, les propositions législatives de la Commission, 2-3 considérations à bien avoir en tête. Premièrement, nous serons bien évidemment, les régions, si elles restent autorités de gestion, obligées de respecter des seuils de concentration thématique. Et la Commission européenne exige à ce stade que le plus gros de la concentration thématique soit mis sur le futur objectif 1, c'est-à-dire grosso modo celui qu'on peut regrouper sous, disons, le label un peu innovation, recherche, PME, pour faire simple, qui est la fusion des trois premières, y compris en partie numérique. Donc c'est la fusion des grosso modo des trois premiers objectifs qu'on a aujourd'hui sur 2014-2020. Donc sachez qu'il va y avoir une exigence de concentration thématique très forte, et donc ça veut dire aussi que la problématique du logement social, elle se regardera bien évidemment sous le futur objectif 2, qui lui sera forcément contraint en termes de concentration thématique, et pourra probablement guère excéder 25% au maximum. Alors évidemment, je ne veux pas effrayer avec ces chiffres-là, mais ça veut dire que sur les 25% notamment de FEDER qu'on pourra mettre sur ce futur objectif 2, il y aura quand même plusieurs acteurs qui seront susceptibles évidemment de venir légitimement entre guillemets, demander de pouvoir bénéficier des fonds. Donc ça risque effectivement d'être un peu compliqué. Certains arbitrages risqueront d'être un petit peu compliqués. Pour l'instant, je vous dis, ces discussions n'ont pas encore eu lieu. On espère pouvoir les démarrer prochainement, mais on verra. Deuxième point, vous dire aussi que on a besoin aussi donc de clarifier cette fameuse dimension urbaine et plus généralement cette fameuse dimension territoriale. Parce que aussi pour vous, au niveau de la problématique du logement social, c'est sûr que la problématique urbaine de la politique de cohésion et plus particulièrement la problématique de l'approche territoriale de ce nouvel OT5, nouvel objectif thématique 5 que la Commission européenne a introduite donc au mois de juin 2018. Là, il y a encore beaucoup de clarifications à avoir sur concrètement ce qu'on fera de cet objectif 5, quelle articulation avec la dimension urbaine, parce que évidemment, vous, acteurs du logement social, vous pourrez être évidemment pleinement concernés le moment venu pour pouvoir émarger à la politique de cohésion au travers de ce futur OT5 et de cette dimension urbaine que la Commission, d'ailleurs, en termes d'exigence de FEDER,
a légèrement fait progresser, puisque la Commission européenne souhaite qu'à minima 6% du FEDER soit mis dorénavant sur la politique, sur la dimension urbaine, et non plus seulement 5%. Voilà, mais tout ça pour dire, sans rentrer dans plus de détails, qu'à ce stade, il y a besoin de clarification, on a besoin de savoir réellement ce que veut la Commission européenne, qu'elle précise ce qu'il en est, et ça on attend notamment ces précisions dans le cadre du rapport pays attendu pour le début d'année. Voilà, donc c'est vraiment important, je dirais juste d'avoir ça en tête, qu'on ne sera pas en mesure de préciser tout ça avant plusieurs mois, tant qu'on n'aura pas eu la concertation avec l'interministériel d'un côté, la commission de l'autre. Enfin, vous dire que, dernier point, que nous, au niveau des régions, on est bien conscient des enjeux de sécurité juridique et de complexité juridique auxquels le logement social, le financement du logement social doit faire face. On est parfaitement conscient, on le vit évidemment au travers de la politique de cohésion, où on a vu au cours des dernières années une complexification extrême, je dis bien extrême, des règlements et de tout le droit dérivé évidemment qui va avec. On voit bien, je dirais, toute la complication, et ça a été abordé ce matin par plusieurs intervenants, évidemment toute la complexité au travers des aides d'État, la problématique aide d'État pour nous aussi, c'est extrêmement compliqué pour les services des régions pour y voir clair, pour avoir vraiment, je dirais, avoir une certitude que, je dirais, il n'y a pas d'enjeu d'insécurité juridique. Évidemment, ça a été évoqué ce matin aussi, la SIEG, pareil, là c'est extrêmement compliqué aussi pour les services des régions en tant qu'autorité de gestion d'y voir clair. Il y a vraiment des gros enjeux de sécurité juridique, vous pouvez l'imaginer. Évidemment, il n'est pas question d'engager les fonds et de ne pas respecter un certain nombre d'exigences communautaires, parce que tout simplement derrière ça, évidemment, l'autorité de gestion a une responsabilité financière importante. Et si ça ne va pas, évidemment, on est globalement, pour faire très très simple, évidemment, l'autorité de gestion est obligée de rembourser les fonds. C'est toute la problématique de la récupération des indus. Voilà. Donc sachez que nous, on est bien conscient de ça. Sachez qu'on n'en rajoute pas trop, contrairement des fois à ce qui peut être dit. Ce n'est pas les régions autorités de gestion qui en rajoutent. D'abord, les régions elles sont obligées d'appliquer des règlements européens, comme vous le savez, qui s'appliquent directement. Donc nous, on essaye de ne pas les compliquer. Et puis, on essaye aussi d'obtenir de l'État, de l'interministériel, de ne pas en rajouter. De ne pas en rajouter, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a toujours une tentation de la haute administration française de vouloir se mêler de tout et de n'importe quoi, avec parfois, je dirais, un manque de légitimité à le faire, voire un manque d'expertise, et sachez que ça nous complique la vie. Donc l'objectif des présidents, c'est pas de compliquer la vie des porteurs de projets, des bénéficiaires du FEDER FSE, au contraire, c'est de la simplifier. Les présidents aujourd'hui sont très emmerdés, excusez-moi de parler vulgairement, mais ils sont très emmerdés quand ils ont affaire à des porteurs de projets potentiels qui leur disent vos fonds structurels européens, votre politique de cohésion, vous la gardez, on n'en veut plus. Concrètement, on n'en veut plus. Soit vous nous donnez des fonds régionaux classiques, soit vos fonds européens, vous les gardez. Les présidents de région aujourd'hui font face à ce type d'interpellation régulièrement, ce qui les conduit évidemment à s'interroger, bien évidemment. Alors après, ça se retourne vers les équipes, pour vérifier que leurs collaborateurs n'en rajoutent pas, ne compliquent pas la vie des porteurs de projets. Mais il y a un moment, non, c'est pas forcément eux qui le compliquent, ils appliquent toute une législation communautaire, toute une législation nationale, et en finale, ceux qui sont victimes, c'est quand même évidemment les porteurs de projets. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que globalement, nous sommes vraiment au démarrage de la concertation, nous sommes au démarrage des travaux de programmation, de préparation de la programmation post-2020. Moi, ce que je peux vous dire, c'est deux choses aujourd'hui. C'est que, je suis à peu près certain par expérience que nous ne démarrerons pas la programmation
précise au 1er janvier 2021, c'est pas un scoop, hein, franchement, de vous dire ça. Et je vous dis aussi que, juste pour rappel, qu'il y aura des élections régionales en mars-avril 2021, et que je serais quand même étonné aussi par expérience que d'éventuels nouveaux exécutifs ne veulent pas regarder un peu ce qui aura été préparé et voir éventuellement peut-être remettre en cause certaines orientations et en définir de nouvelles. Hein. Et puis deuxièmement, je vous fais quand même une petite indiscrétion, je vous la gardez évidemment pour vous. A priori, une décision récente de ce qu'on appelle des réunions interministérielles, hein, je dirais, on partirait, pour faire simple, sur un statu quo en termes de politique de cohésion pour le post-2020. C'est-à-dire qu'à priori, l'orientation qui semble se décider du gouvernement, mais dont on attend l'annonce officielle, hein, le moment venu, formellement, on s'orienterait vers un statu quo, c'est-à-dire que les régions resteraient bien autorité de gestion du FEDER, et d'une partie du FSE. Simplement, la conclusion de cette rime indique quand même qu'il conviendra de clarifier le périmètre du FSE. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça fera partie des négociations. Mais bon, pour nous, c'est déjà un élément important en termes de connaissances. Et c'est une indiscrétion. Maintenant, on attend la confirmation écrite par le Premier ministre, bien évidemment. Voilà, à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très... qui nous éclaire un peu. Alors bon, on a évidemment comme acteur, comme opérateur, d'avoir la volonté de continuer à avoir accès à cette ressource, qui est importante pour nous, qui nous permet de mener un certain nombre de projets. Je pense notamment à la rénovation énergétique. Évidemment, tout retard, tout décalage dans le calendrier de mise en œuvre, toute contrainte quant j'irai au thème sur lesquels on peut se fonder pour accéder à cette ressource sont toujours des éléments d'inquiétude pour nous. On est très vigilants là-dessus. Moi, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, le logement social, c'est quand même un des gros consommateurs et la consommation de fonds qui a été faite est directement visible par nos concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a besoin aussi d'être visible par les concitoyens. Alors, je vous propose qu'on continue, sauf si vous avez des questions, puisqu'on a la chance d'avoir le représentant des régions de France avec nous, sauf si vous avez des questions à M. Gruzel. Je vous propose qu'on continue tout de suite avec Sorka Edwards, qui est secrétaire général de Housing Europe et qui va nous parler des enjeux de la réforme pour le logement social en Europe. Merci. Thank you very much. I will speak in English, so for those of you who will use our excellent interpretation services, you can put on your desk. So thank you very much to SESH and to the committee, social committee here today. It's really an interesting event. We've been following over the years how it has developed, and it's a great opportunity to be here to share our update on what is really a central theme for Housing Europe. So making sure that the opportunities currently available for social, cooperative and public housing providers continue to be available in the next funding period. So Housing Europe, for those of you who are not familiar, so this is just one part of our role. We are based here in Brussels. We are a team of 6 with strong support from our member federations. So we are working on research. So we have a biannual report, State of Housing, which looks at the bigger picture of the state of housing policy and the trends throughout Europe. We have a project and innovation department focusing on issues of hot topics for the housing sector, such as improvement of service provision, digital innovation, and of course energy efficiency and tackling fuel poverty. But the area of work we focus on today is really advocacy. So a big part of our work is looking at the threats and opportunities for the sector. So we heard quite a lot this morning in the session about the threats to the sector, so those linked to the bureaucracy around state aid, legislation, competition policy. And now we're going to really look at this opportunity that we've heard about today, which is the use of structural funds for housing. So in preparation for the next period, which is, as we've heard from our previous excellent introduction, there is a lot of unsurety, so there are a lot of question marks about how the next period will look.
However, our focus is on making sure that the opportunities continue. So a big part of that is actually looking at how social housing providers have used the funds in the last period. So as you may be aware, at European level, so here in Brussels, the European Commission does not produce a sectoral report on housing, so all of the different ways the funds can be used, whether that's through the low carbon economy or through the social inclusion objective. So this is a key task of Housing Europe, is to really gather this data, which is no easy task, from local level to actually take stock of what has been used and what are the obstacles. So this is the result of this work, which is, I have some copies here today, and it is also downloadable on our website. What we have produced here is really an analysis based on direct feedback from the ground of the overall allocation. So please note, we're still talking about the allocation in the current period. And because there are still, at the moment, there are still a risk of quite a shift from the housing priority in quite a number of member states, so nothing is to be taken for granted. We've also looked at detailed country profiles, so we hear a lot about France here today, but of course our job in Housing Europe is to look across all member states to look at how the usage is progressing. We are also, and I think this is a key part, is looking at the innovative examples of how the fund is actually being used. Because if we want to convince the policymakers in the next round that this is the correct path to follow, these innovative examples on the table is a key part of the work. And of course the recommendations for the next round. This report is now helping us to engage with the European Commission, but also giving inspiration to local housing providers who have not used the funds to date to really see how they can engage and use more. So as we have heard, this is the contribution to the sector is definitely not insignificant. So we have been tracking this for quite some time, and we can see that there was quite a big change if we compare to the last period, so 2007, 2013, we estimated only a 2 billion possibility for the use in our sector. And that, as you may remember, was due to a change in the middle of the programming period as a result of the crisis. So it was decided to make a policy shift and allow eligibility in our sector. So then we saw this big change in the current period where we have a potential of 6.6 billion. And we heard some updated figures from our colleague just before from the end of 2018. So we estimate that more than 79% of that is going towards energy efficiency, and 1.36 billion going for housing infrastructure. And what we also saw in this period, although it is related to the complexity which has been referred to earlier, is the possibility to combine funds. So not only use in a siloed fashion the different funds, but to combine, for example, ESF, ERDF. Now this is a quick picture of how the funding has been mobilized in this period. In terms of allocation, as you can see, France is among the countries with the highest allocation. There with under energy efficiency with up to 500 million, and those figures we're getting directly from our French partners, USH, who are based here in Brussels as well. But we can also see a big mobilization, for example, in Poland, which managed to engage also not only for energy retrofit, but also for new construction. We can see that so 9 of those countries dedicated funding only to the low-carbon economy, whereas 24 of those actually aimed to target both housing infrastructure and low-carbon economy. But we have up to now only 5 countries where we have very specific allocation targets which have been completed. So, as I said, a big part of that is looking at what are the innovative projects which have been implemented on the ground. We've looked at 32 project examples from 17 countries, which you can really look either in this publication or online. So you can see quite a wide range from energy efficiency, but also housing for marginalized groups, housing and digital inclusion. So this is a key priority for the housing sector at the moment, is really harnessing digital innovation for improvement, not only of services to residents, but also in the construction and planning process.
and the demographic challenge. So ageing and adapting housing stock for the ageing population and those priorities linked to health. But we've also seen, and this is quite interesting, when we look at the fact that many member states, when it comes to housing policy, have seen a real retreat from, particularly in Central and Eastern Europe, a real retreat from the central government from housing policy, with most of the stock actually being privatised to individual residents. So we're seeing an interesting development where structural funds, particularly ESF, is being used in the Czech Republic to actually start to look at how they can reimagine a housing system and engage with cities to estimate, based on evidence, to what are the housing needs and what housing policies are needed to be put in place. So we see this is an interesting development where the structural funds are not only being used by countries like France for hands-on construction, hands-on renovation through grants and through revolving funds, but also more strategic planning where housing systems are being indeed redeveloped. We're also, when it comes to financial instruments, there's been a high uptake in the use of, for example, Jessica in Lithuania, in Bulgaria as well. So there's a range of different usages, and what we want to make sure is that this flexibility is maintained in the next period, because the needs are quite different when it's on the ground. So that's going through a couple of those examples in more detail. So the example from Czech Republic, you can see they mobilised over 3 million for that strategic planning of developing a new housing system based on evidence, working with the cities. But now I'll just go quickly through some of the obstacles, which indeed some of them have come up today, and I'm sure they will come up again after lunch. So some of the issues we really need to clarify, to overcome the complexity, or we will have the situations described below where housing providers are actually going to authorities saying, look, we don't want to use structural funds because it's too complicated. So this is the situation we want to avoid through capacity building and through pressure to maintain simple rules. So obviously the information and skills barrier, so the lack of available sector-specific information. So this goes at European level, but it also goes on the ground. So when housing providers or cities want to find out more about their specific sector and what the potential is, there's a lack of that specialised information at the local info points, which I think is something we can definitely tackle. We've talked about the heavy procedures. So this is around the application and payment procedures. So there are particularly what we have heard back is delayed around final payments, but also complexity and delays around the very first payments that are made, which for smaller organisations is a big disincentive. So the eligibility and for the eligibility of activities. So very often we have very complex projects where we have to look at specific needs of social groups within that project. However, the nature of the application makes it very difficult to combine and have integrated funding, which is also a disincentive for youth. And this is key, so the partnership agreement operation programs, lack of full involvement of affordable housing providers. So we are still getting feedback, I mean, this is not the case in France, but we are still getting feedback from affordable housing providers around Europe when it is too late, that they have not been involved in the process. So this is why Housing Europe is trying to tackle this from the top end, so putting the voice of housing providers on the platform here in Brussels, but also feeding members with that information so that they can have a bottom-up approach. What we have been doing, we've been meeting indeed with DG Regio, so this is our advocacy team, Edith Lacotish and Julien Dijol, have been meeting really with the desk officers in DG Regio, because often that is really where you can find out where are the obstacles, where are the blocks. And this is where we've also found out the risk of reallocation of funds due to over-complexity. So this is particularly from Hungary,
from Czech Republic, Portugal and Spain, where there's a risk indeed of how funding which has been allocated to housing being moved because of the fragmentation of the sector. Because very often they do not have the sophisticated bailleurs, so housing providers that you have in other member states, and the challenge of dealing with individual owners, while we've seen examples where it can be met, is seen as overly complex, and often funding can be shifted to a mobility project such as a renovation of the metro we heard in the case of Portugal. And this is also what we want to avoid, and this is still in this period now, but also looking forward to the next period. So I think we have I think we can join the lessons we've heard this morning, the feedback here today to, I think that we are going very much in a similar line. So more sector-specific information, simplification. When it comes to macroeconomic conditionality and budget deficit rules, we want to see a more, I think this is across the field of those working in the field of social infrastructure, and use of the 2.2 investment clause in the Stability and Growth Pact, so that we don't have this block on investment at local level due to Stability and Growth Pact rules. And this, we have seen we have seen very minimum activation of the clause 2.2 because again of overcomplexity. We also have heard about the problems linked with the semester, so overly strong links between conditionality and the European semester. We would prefer to have these linked more back to the social pillar, which is also being mentioned today, because when we look at the European semester, there are indeed many country-specific recommendations which do not go in the direction we would like them to see them go in. We need more effective combination with the Juncker plan, we will hear in the next session. This is a plan we see huge potential for the housing sector. So there is a commitment to increase the expenditure under the Juncker plan from the current 4% level in social projects to boost this to a higher level. So this, I think, is something to be keenly monitored, but keeping in mind that this shift to financial instruments is a potentially risky one, and we have to really maintain the contribution of direct grants through the cohesion policy as we have seen until now. And I think it covers the main points. Thank you very much. Donc on va laisser la parole à Julien qui travaille aussi aux îles d'Europe, Julien Bijol, qui va lui plutôt nous parler de façon un peu plus détaillée des fonds structurels et des modèles de financement. Julien, oui. Oui, merci. Donc, on l'a dit, les fonds structurels sont utilisés majoritairement sur les questions d'efficacité énergétique, rénovation des logements sociaux, sur la période actuelle. Et donc, on va essayer de voir ce que ça peut dire dans le cadre du défi plus global du financement sur la rénovation des logements sociaux. Et je vais m'appuyer sur une étude qu'on a effectuée avec l'Union sociale pour l'habitat et la Caisse des dépôts et consignations récemment, une étude comparée pour appréhender les différentes réalités des financements de la rénovation des logements sociaux dans 6 pays de l'Union européenne. Et donc, je ne m'appuie pas que là-dessus, mais l'idée c'était un petit peu de voir la complexité du sujet et puis en tirer des leçons sur l'importance des fonds structurels pour la période 2021-2027 pour maintenir cette source de financement. Donc, je vais aller assez rapidement quand même pour ne pas trop déborder du temps de la session. L'idée de cette étude, c'était de regarder un peu d'abord la situation de départ dans les pays de l'UE qui disposent d'un classement par étiquette énergétique du parc social. Donc on a regardé ce qui était disponible. Il faut savoir que tous les pays n'ont pas à disposition une vue globale de la répartition par classe énergétique. Vous voyez pour les Français d'entre vous la situation en France où on a donc majoritairement, en tout
jusqu'à 41% du stock du logement qui se trouve sur l'étiquette D. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains pays, comme l'Autriche, ont un niveau de performance de leur stock de logement social quand même assez élevé. Ils sont en constante rénovation et ils ont démarré il y a longtemps, donc ce qui explique notamment ce résultat. La France se situe à peu près sur des échelles qui sont un peu moyennes, c'est-à-dire entre l'Autriche et puis d'un côté, donc l'autre extrême, l'Angleterre, qui dispose quand même de beaucoup de logements qui sont en catégorie assez basse. Et donc cette situation de départ va déterminer les stratégies de rénovation, va aussi déterminer la question des coûts. C'est ce qu'on a essayé de regarder aussi dans cette étude, regarder les différents coûts de rénovation, et essayer de différencier le coût d'une rénovation du coût total, du coût d'une rénovation globale, du coût strictement énergétique. Et ce qui n'est pas évident, ça vous le savez, certains d'entre vous sont des opérateurs de terrain. Donc la difficulté, c'est vraiment de faire cette différence, et on verra que du coup, la question du financement est compliquée. Le financement de la rénovation n'est pas strictement parlant financement de la rénovation thermique, mais plutôt un financement global de la rénovation du stock. Donc on a des coûts qui varient vraiment fortement d'un pays à un autre, presque du simple au double, avec des pays, donc des Pays-Bas. On a eu des difficultés pour trouver une même définition de la rénovation. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, par exemple, quand on a posé la question à un moment, qu'est-ce que vous entendez par rénovation, ils entendaient par exemple la rénovation des espaces intérieurs, de la cuisine, de la salle de bain, qui fait monter effectivement les coûts. Alors que pour la France, quand on parle de rénovation, on en reste essentiellement à l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est intéressant de voir cette différence, mais en moyenne, on se situe quand même en Europe, si on enlève les extrêmes, autour de 20 000 euros pour une rénovation d'un appartement de 60 à 70 000. Alors ça, c'était la situation de départ. La deuxième grande question, c'est trouver l'équilibre et l'optimum des coûts. On ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est intéressant parce que c'est toute la question de savoir quel type d'opération on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on va mettre en œuvre une opération d'isolation au maximum de l'enveloppe, et c'est tout. Ou est-ce qu'on va aussi travailler sur la production d'énergie, sur le côté vert du réseau de chaleur. Et ça, c'est un slide qui provient de nos amis allemands qui ont pris 3 scénarios. Et en gros, pour résumer, un scénario de non-modernisation, donc vous voyez, c'est à gauche, 180 kWh par mètre carré par an. Un scénario d'isolation maximum tout en maintenant le réseau de chaleur tel qu'il est. On arrive à 50 kWh par an, mais on a une empreinte carbone assez élevée, le réseau de chaleur qui se maintient. Et un troisième scénario où on a une isolation qui n'est pas maximum mais optimale, avec une rénovation du réseau et de chaleur. Et donc là, certes, on a une performance stricto sensu plus élevée, 80 kWh par mètre carré, mais une empreinte carbone moindre que le scénario 2, puisqu'on a travaillé aussi sur les questions de réseau de chaleur. Donc c'est cette logique-là qui va aussi guider les décisions en matière de rénovation et aussi les questions de Alors, une fois qu'on a réfléchi à la situation de départ, le type d'opération qu'on souhaite, il y a la question du financement. Et ça, c'est un peu un résumé des plans de financement pour des programmes de rénovation. Ça ne vous surprendra pas, c'est un mix entre des prêts commerciaux ou prêts bonifiés. C'est quand même le cas très souvent de prêts bonifiés, à l'exception des Pays-Bas, où ce sont vraiment des prêts bancaires classiques. Donc un mix entre ces prêts et des subventions, et c'est là où intervient le FEDER pour la France notamment. Vous voyez là, la France, 20% de subventions, et là-dedans, dans la subvention, il y a tout un tas de subventions des collectivités locales, mais également le fameux FEDER, donc pour la France, sur cette période 2014-2020, ce serait à peu près 400 millions d'euros en tout sur toutes les régions. Donc pour certaines opérations, ça peut avoir un petit plus intéressant. Donc prêt bancaire, subvention. Et il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est
qu'on ne voit pas vraiment ici, mais on va en parler, c'est la contribution des locataires. Mais on va en parler un peu après. Donc quand on voit ce modèle de financement, on se dit finalement c'est le financement classique d'une opération. Et là on a un autre graphique qui est le financement du logement social en général. Et pour la France, on retrouve un peu cette différence entre des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, des subventions et puis des fonds propres. Dans le slide précédent, il y avait évidemment les fonds propres. Donc on se retrouve à cette question, y a-t-il vraiment un financement spécifique à la rénovation énergétique ou à la rénovation des logements sociaux? Peut-être que pas, peut-être que le financement il est identique, puisqu'il est difficile de faire une différence entre des rénovations classiques et une rénovation plus spécifiquement thermique. La différence qu'on a pu trouver se fait au niveau de la contribution des locataires. C'est-à-dire que dans le cas du financement d'une rénovation, on fait appel aux locataires. Et c'est un sujet sensible, vous le savez, les discussions avec les syndicats des locataires sont parfois attendues. Les pays comme l'Allemagne autorisent à augmenter le loyer de l'ordre de 11%, de répercuter sur le loyer 11% du coût d'investissement énergétique, ce qui peut avoir un impact sur le loyer non négligeable. Et dans tous les pays qu'on a analysés, à part l'Angleterre, il est possible donc d'augmenter les loyers suite à une rénovation. Donc tout ça pour dire que l'équation est compliquée et que la question des subventions et de l'investissement public est cruciale dans la rénovation, dans l'investissement logement social en général, mais en particulier sur la rénovation. On retrouve les mêmes problématiques, le rôle de l'investissement public à fond perdu, effectivement, mais qui est incontournable, à moins d'effectivement augmenter fortement les loyers, ce qui n'est pas non plus faisable. Quand on regarde, donc j'ai parlé des fonds structurels comme moyen de financer la rénovation, mais en réalité, il y a un instrument encore plus important que les fonds structurels de manière globale, c'est le rôle de la BEI. La Banque européenne d'investissement investit massivement dans le logement social, dans l'Union européenne. Quand je dis massivement, on voit bien une augmentation du volume de prêts de la BEI sur ces questions-là. Quelqu'un de la BEI en parlera cet après-midi, je ne vais pas m'étendre. Mais c'est un point important à retenir. Dans le graphique que je vous ai montré sur le mix qui permet de financer une rénovation, il y a aussi maintenant de plus en plus une partie BEI. Le plan Juncker également, qui est en réalité une variante d'investissement de la BEI, mais quelqu'un va venir en parler cet après-midi, notamment la nouvelle version de plan Juncker qui s'appelle InvestEU. Donc, quelques points à retenir. Les bailleurs sociaux ont besoin d'un cadre financier stable et connu afin d'atténuer les risques en matière de financement de la rénovation, tout comme en matière de financement de tout programme. L'argument économique en faveur d'une rénovation du logement social est fragile, c'est-à-dire dire que oui, investissez, non seulement vous aurez un taux de rendement intéressant, mais les locataires s'y retrouveront parce que les consommations diminueront de manière équivalente. En réalité, c'est assez fragile, ça ne correspond pas à ce qui se passe sur le terrain. On sait très bien qu'on a tendance à surestimer les réductions de consommation énergétique. Et tout ça dépend fortement du soutien public. Donc j'en reviens au modèle économique qui ne peut fonctionner qu'avec un apport public, donc fonds structurels ou BEI ou autre. Et le corollaire, c'est qu'à ce jour, un financement de marché sans subvention reste minimal. On a retrouvé que dans un cas, la Suède, où leur banque des collectivités locales se finance via des obligations, enfin finance plus exactement la rénovation via des obligations vertes. Sinon, on a très peu d'exemples de produits de ce type-là. Et donc, le rôle de la finance de marché est quand même réduit sur le secteur de manière générale et en particulier sur la rénovation. Donc, il y a peut-être des champs à explorer à ce niveau. Et il va falloir voir comment la réforme des fonds structurels va un peu mettre en avant les prêts, l'ingénierie financière, tout en ne mettant pas en cause le rôle des subventions à fonds perdu qui reste, comme on l'a vu brièvement dans l'étude, qui reste essentiel pour le modèle. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je crois que la situation a été assez bien décrite. Moi, dans les slides qui ont été présentés
il y a deux observations qu'on peut faire. La première, c'est que les politiques en termes d'investissement, notamment en termes de rénovation énergétique, sont directement en relation avec les possibilités ou non de répercuter sur les locataires une partie de la charge d'investissement, d'un côté économie, de l'autre côté répercussion de la charge d'investissement. Et deuxièmement, quand on regarde l'optimisation des investissements par rapport à une politique de réduction des consommations énergétiques, on voit bien que finalement, il y a un moment où des investissements très importants ne peuvent pas permettre un équilibre. Donc moi, je suis content d'entendre ici que quelque part, on met en évidence cette situation, parce que c'est une réalité. En clair, en France, c'est plutôt, quand on optimise la catégorie C, je dirais le niveau optimal de la catégorie C, ça correspond peu ou prou à ce qui a été montré sur ce graphique. Et puis je pense aussi que quelque part, à partir du moment où on veut s'engager dans une politique de réduction des gaz à effet de serre, de réduction des consommations énergétiques, ça ne peut pas se faire sans avoir quelque part un coup de pouce sous forme de subvention, parce qu'il faut nécessairement une partie de fonds gratuits, même quand on a l'intervention de la BEI, et on sent et on pressent, notamment en France, combien elle peut être importante, notamment pour les garanties dans le futur. C'est un sujet sur lequel moi j'attire votre attention, comment trouver un relais par rapport aux garanties des collectivités territoriales. La BEI peut-être une solution dans ce domaine et un moyen de développer les choses, mais il faut quand même une part d'investissement en fonds propres. Enfin, dernier point, il est montré dans un des graphiques aussi la part importante sur l'Autriche, sur l'investissement en fait sous forme du loyer ou du pré-loyer. Il y a un système qui existe en Autriche qui fait que quand on prend un logement, on a l'équivalent d'un dépôt de garantie, ce que vous avez appelé un pré-loyer, qui est extrêmement fort. Ce n'est pas du tout les pratiques qu'on peut connaître ici, vraiment pas. C'est un effort conséquent, et donc on le retrouve en affectation dans ce type de projet. Voilà, ceci étant dit, sauf s'il y a des questions, je vous propose qu'on poursuive. On pourra peut-être échanger au cours du lunch. C'est à l'étage du dessus. Donc, quand vous sortez, voilà, alors, quand vous sortez de la salle à droite, vous avez un grand atrium, et c'est sur la plateforme de l'atrium qu'on monte un étage. Merci à vous. Merci. Non, c'est OT4 parce que j'ai en fait c'est French only. In fact, I confused. It was thematic objective number 4. It was the global figures. No, because yesterday I read a little bit about the different figures. So it's OT4. Thematic objective number 4. So it's globally. Fin matinée Europe.